Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et voici le sommaire du jour. Mon invité, c'est Christophe Parrot, directeur des ventes chez Recyclaï. Qui propose des machines et des solutions pour trier plus efficacement les flux de déchets. Dans notre débat, on va parler décarbonation des transports après le sommet organisé par Movinon à Bruxelles. Cette question, comment nous déplacerons-nous en 2035 ? On va se projeter un peu dans l'avenir. Et puis dans notre rubrique Startup, la bonne idée du jour, elle est signée Mob Energy avec sa solution innovante de recharge de véhicules électriques. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est parti. L'invité de ce Smart Impact est avec nous en duplex, Christophe Parrot, directeur des ventes chez Recyclaï. Bonjour, bienvenue. C'est une entreprise britannique. Votre métier, c'est le tri des déchets, c'est ça ? Bonjour Thomas. Et donc, nous sommes une entreprise britannique basée à Londres et on se spécialise dans l'application de l'intelligence artificielle pour traiter les déchets ménagers, les déchets industriels, les déchets électroniques, déchets de toutes sortes. Ouais. Alors c'est quoi ? Expliquez-moi, sont des grosses machines, pardon d'employer des termes qui sont basiques, mais des machines avec pas mal d'intelligence artificielle, on va y revenir, mais c'est des machines qui voient passer des flux de déchets, c'est ça ? Exactement, donc on a trois types de machines. On a soit des machines ou des systèmes d'inspection visuelle qui vont tout simplement faire une caractérisation, c'est-à-dire qu'ils vont faire une analyse compositionnelle des flux entrant dans les usines de traitement des déchets pour fournir des informations sur la matière. Ensuite, on a des machines qui vont, soit des bras robotiques, donc des bras robotisés, qui vont servir de l'information générée par l'intelligence artificielle pour aller chercher différents types de matières à les recycler. Et ensuite, on a des machines encore plus industrielles en termes de volume et de capacité, qui sont des gros convoyeurs qui vont séparer la matière en différents flux, toujours en utilisant l'intelligence artificielle. Et alors, en préparant l'émission, j'ai vu qu'on parlait d'éjection pneumatique. De quoi il s'agit ? Exactement. Donc ça, c'est une technologie qui est disponible même sans intelligence artificielle, mais grossièrement, ce sont des souffleurs, des valves pneumatiques qui sont à la fin d'un convoyeur. Donc imaginez un peu un tapis de supermarché sous stéroïdes, donc très grosse capacité. Et en sortie, vous allez avoir des valves pneumatiques qui vont souffler les différents objets dans différents réceptacles. D'accord, donc c'est vraiment le moment où le tri est effectué. Alors, j'ai une première question sur l'œil humain et l'œil de la machine nourrie d'intelligence artificielle qui a appris, j'imagine, en gobant des milliards et des milliards de données, d'objets à reconnaître. C'est aussi efficace, plus efficace ? Comment vous comparez l'œil de la machine avec le nôtre ? Donc, en règle générale, si un œil humain peut détecter un objet, l'IA peut éventuellement être entraînée à le détecter. Aujourd'hui, on a des niveaux de performance qui sont très proches de l'œil humain, mais il faut tout de même être honnête, derrière l'œil humain, il y a également un cerveau humain qui est possible d'être influencé par différents paramètres qui vont lui permettre d'avoir un processus de décision plus élaboré que ce que fait l'IA aujourd'hui. Mais, je ne veux pas sous-vendre ce qu'on fait non plus, on arrive aujourd'hui à des taux de détection très élevés sur la plupart des matières à être recyclées aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous demandez à vos machines de détecter prioritairement ? C'est quoi ? C'est la taille de l'objet, c'est sa couleur, ou alors c'est ce à quoi il sert ? Alors, c'est là où ça devient complexe quand on sert dans le domaine des systèmes de vision industrielle. Quand on sert de l'IA, c'est des processus d'éducation qui sont assez similaires à un cerveau humain. Donc, c'est-à-dire qu'il va y avoir une multitude de facteurs qui vont être pris en compte. La forme, par exemple, circularité, des angles aigus, des angles moins prononcés, la réflectivité, la couleur. Donc, c'est une somme de paramètres qui vont être liés les uns aux autres par un algorithme extrêmement complexe qui vont permettre à la machine d'arriver à une conclusion finale et de définir quel type d'objet elle a en face de la caméra. Et alors, ça lui permet quoi ? Par exemple, de détecter différents types d'aluminium, parce que j'imagine que c'est pas si facile de faire le tri entre des matières qui se ressemblent.
Et exactement, aujourd'hui, l'IA, parce que les systèmes de vision industrielle existent depuis de très nombreuses années, à ma connaissance, au moins depuis les années 40. Ce que vient apporter l'intelligence artificielle dans ce secteur, c'est d'ouvrir de nouvelles frontières de ce qui est possible dans l'industrie du tri. Comme vous l'avez mentionné, dans le secteur de l'aluminium, on va pouvoir aujourd'hui, les machines conventionnelles, arriver à savoir est-ce que c'est du plastique ou c'est de l'aluminium. Avec l'IA, on arrive à aller plus loin et dire est-ce que c'est un aluminium, une canette, un aérosol ou une poche alimentaire multimatérielle avec une couche d'aluminium à l'intérieur. Et donc ça vous permet ensuite de créer des chaînes de recyclage différenciées qui seront plus efficaces parce qu'un matériel, une poche aluminium multimatérielle ne se recycle pas de la même façon qu'une canette, par exemple. C'est vrai pour les plastiques aussi, il y a des plastiques plus difficiles ou qui étaient plus difficiles à détecter, à différencier sans l'intelligence artificielle ? C'est exact, oui. Donc vous aviez les technologies plus conventionnelles avec du mal, qui travaillent plus par analyse spectrale, c'est-à-dire que vous envoyez un type de lumière et vous analysez le type de lumière qui revient. Donc ça ne vous donne pas tellement d'informations sur l'objet, ça vous donne plus des informations sur sa composition et sur la matière dont il est composé. Et c'est une technologie qui a du mal avec les plastiques noirs, par exemple, parce que la lumière n'est pas très bien réfléchie. Pour l'intelligence artificielle, on arrive à détecter qu'un objet est noir, donc ça permet d'aller recycler le plastique noir, ça permet d'aller différencier de nouveau les différents types de plastique. Une barquette en PET ne se recycle pas de la même façon qu'une bouteille de PET, etc. Quelle quantité de données il a fallu je sais pas, j'allais dire combien de données pour nourrir votre intelligence artificielle? Parce que c'est un peu ça, quoi. C'est en milliards d'images. J'ai du mal à imaginer ce que ça représente. C'est le nerf de la guerre, oui, dans l'industrie de l'intelligence artificielle. C'est la quantité de données dont on va se servir pour alimenter et éduquer les modèles. Aujourd'hui, on peut avoir des modèles qui fonctionnent avec quelques centaines d'images. Le problème, c'est qu'ils vont fonctionner, ils auront été éduqués sur moins de variabilité. Par exemple, pour éduquer sur une bouteille de PET, on peut lui montrer 100 bouteilles. Il va commencer à comprendre à quoi ressemble une bouteille de PET. Par contre, quand vous imaginez bien que dans un centre de tri, les bouteilles de PET ont été partiellement salies, triturées, et donc elles arrivent sous différents formats. Et donc, plus on lui montre différentes possibilités sur l'apparence de ces bouteilles, plus le système va être performant. Donc, sur nos modèles les plus performants, on ne parle pas en milliards, même si dans le total des différentes matières qu'on a analysées, on est dans cet ordre de grandeur. Sur des matières spécifiques, on est dans l'ordre des dizaines de milliers. Est-ce que ce sont des machines qui continuent de se perfectionner et qui apprennent de leurs erreurs? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est la beauté de l'intelligence artificielle. C'est un peu comme, je reviens à mon analogie de la façon dont elle s'éduque, un peu comme un cerveau humain. C'est qu'aujourd'hui, c'est encore une technologie, selon nous, qui est dans son enfance, ou en tout cas en très jeune adolescence. Et donc, plus on l'éduque, plus le système va être performant. Donc oui, sur chaque nouvelle itération, plus on lui montre d'exemples, plus le système devient intelligent et moins il est sensible à la variabilité de l'apparence des objets pour les reconnaître. Votre technologie Recyclaï, elle est installée un peu partout en Europe. Vous avez des clients notamment en France? Oui, on a été en France. Donc, évidemment, on est une entreprise britannique, donc notre marché naturel, on a commencé, on est encore une entreprise jeune, on a 5 ans. Donc, ça a été les îles britanniques, Angleterre, Irlande, Écosse, Pays de Galles. Maintenant, on est dans une phase d'expansion au niveau européen. Donc, oui, on a une machine en France, en Belgique, et depuis cette année, en Espagne, en Italie et au Portugal. Le principal objectif de vos clients, c'est quoi? C'est la rapidité? C'est la précision? Qu'est-ce qu'ils vous demandent? Alors, il est double. C'est donc la précision est clé. Quand on rentre dans le secteur du recyclage, on ne peut pas mélanger du PVC avec du PET ou vice-versa et dans différents types de matières. Donc la précision est clé. Ce que nous demandent nos clients aujourd'hui, ça va dépendre des solutions qu'on leur offre évidemment, mais c'est soit quand on rentre avec nos trieurs optiques, vous parliez des tri pneumatiques qui peuvent travailler à très haute capacité, c'est d'aller faire des tri qui n'étaient pas possibles aujourd'hui. Pour vous donner un exemple, on a récemment vendu une machine qui va servir dans l'industrie de la construction et de la démolition à aller séparer les briques du béton. Un tri qui n'est pas possible aujourd'hui pour ce client-là et qui va lui permettre derrière d'utiliser ces matières pour différents usages.
Oui, parce qu'ensuite, on est dans un circuit de valorisation du déchet, évidemment. Est-ce qu'il y a une forme de, j'allais dire pureté, mais de pureté des déchets triés? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il n'y ait pas le mauvais déchet dans la caisse avec tous les autres. Parce que là, il y a une perte de temps, peut-être d'argent d'ailleurs. Exactement. Donc, nos clients ont normalement des charges très bien définies. Dans l'industrie du tri des plastiques, quand on rentre dans les centres de tri des déchets ménagers, les puretés de sortie sont de l'ordre, donc ça va varier un peu en fonction des pays en Europe, mais on est dans l'ordre du 95 à 97% de pureté. C'est-à-dire que dans votre bunker, dans votre réceptacle pour le PET, vous devez avoir au minimum 97%, je crois, en France, ou 98% de mémoire en France de pureté de PET. Sinon, derrière, le recycleur de PET n'acceptera pas l'eau ou tout simplement va le déclasser financièrement. C'est vraiment un objectif majeur. Est-ce que, d'une certaine façon, vous participez, parce que là, vous avez un peu de comparatif européen, à la capacité d'un pays à améliorer son taux de recyclage des déchets? C'est ce qu'on souhaite penser, oui, aujourd'hui avec l'IA. Comme je vous l'ai expliqué, c'est une technologie qui va permettre d'améliorer le taux de recyclage, qui va permettre pas de substituer, en tout cas pas encore, mais de venir en complémentarité des technologies existantes pour améliorer le taux et augmenter le taux de recyclage. Donc aller capter plus de matière, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se voiler la face, il y a encore une grande partie de ce qu'on jette ou une partie trop importante de ce qu'on jette dans les poubelles qui finit dans des incinérateurs plutôt que d'être recyclé. Merci beaucoup Christophe Parot et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre débat tout de suite. On anticipe les évolutions de nos mobilités. On fait le bilan du sommet que Moving On vient d'organiser à Bruxelles avec le directeur général de Moving On. Bonjour, Sébastien Spangenberger, bienvenue. Bonjour. Coralie Lancerotto, bonjour. Vous êtes directrice stratégie chez Accenture. On va commencer par présenter quand même Moving On, Doutank, cercle de réflexion et d'action. Qui y participe, qui fait partie de ce Doutank? Alors aujourd'hui, Moving On, c'est un écosystème d'une trentaine d'entreprises qui s'engagent tous ensemble pour la mobilité durable. Ce qui est intéressant, c'est que ça a été créé par Michelin à la base il y a 25 ans maintenant. Ouais. Ça s'appelait le Challenge Bimodum. Et à l'époque, c'était un événement qui avait pour double vocation d'informer sur la nécessité pour la mobilité de devenir plus durable et puis aussi de générer de l'émulation. Des innovations pour les différents membres effectivement de la chaîne de valeur de la mobilité. Et puis il y a 7 ans, c'est devenu Moving On pour 2 raisons. D'abord, le temps de l'information était terminé, il fallait agir. Ouais. Et puis la deuxième chose, c'est que générer l'émulation n'était plus suffisant en fait. Les problèmes ou les problématiques de la mobilité sont beaucoup trop complexes pour que chaque acteur puisse en sortir tout seul. Donc il fallait générer des groupes de travail, des communautés d'intérêt, comme on appelle ça chez Moving On. Et c'est pour ça qu'il y a 7 ans, c'est devenu Moving On et non plus le Challenge Bimodum qui était très Michelin. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est une aventure collective d'une trentaine d'entreprises. Oui, et on va plus précisément parler de résilience dans ce débat, mais je voudrais savoir une question assez générale, Coralie Lancerotto, sur le rôle qu'Accenture. Pourquoi Accenture participe à des aventures collectives comme ça? Quelle mission vous vous fixez quand vous participez à une aventure collective comme celle-là? Alors, Accenture est impliquée depuis le début dans le projet du Moving On, parce que on a vocation et volonté de travailler en écosystème et donc de profiter de compétences larges que propose l'ensemble des membres pour répondre à des sujets complexes et à des problèmes qui impliquent une pensée systémique. Nous, on est déjà sur le end-to-end. Donc, c'est-à-dire qu'on conçoit, on participe au projet depuis la stratégie jusqu'à la mise en œuvre, parce qu'on a à cœur que la réalisation soit suivie des faits. Et de travailler en écosystème, ça nous permet de pouvoir jouer sur toutes les facettes et tous les leviers à actionner. Alors, le thème, c'était la mobilité durable. Et l'idée de se projeter un peu en 2035. Alors, c'est pas seulement une mobilité électrique. Déjà, on peut avoir ça en tête parce que si on prend une focale un peu courte, on se dit bon, décision européenne, fin de vente des voitures thermiques en 2035, donc tous à l'électrique. C'est évidemment beaucoup plus compliqué que ça.
Oui, c'est plus compliqué. Alors le thème, c'était même la décarbonation du transport en Europe, encore un petit peu plus précis, parce que sinon, on peut se noyer dans pas mal de sujets auxquels on est confronté dans la mobilité. Effectivement, alors, on n'a pas challengé la décision de l'Europe pour le tout électrique en 2035, en tout cas les voitures neuves. Mais par contre, ce qu'on a dit, c'est qu'il y a un certain nombre de sujets sur lesquels il faut que cette mobilité électrique soit vertueuse pour l'environnement, évidemment aussi juste pour les personnes, parce qu'aujourd'hui, elle est un peu exclusive. Donc il fallait qu'on accompagne effectivement cette transformation en garantissant le fait qu'elle soit encore une fois vertueuse, ce qui implique un certain nombre de sujets sur par exemple la circularité des matériaux utilisés dans les véhicules électriques. Là encore, le caractère inclusif en fait. Est-ce qu'on continue à voir grossir les voitures qui font 1,5 tonne, 2 tonnes et qu'il est de plus en plus difficile à acheter. Donc un certain nombre de sujets, on va dire, connexes à l'électrification qu'on n'a pas remis en cause. Oui. Donc voilà, donc on a été à Bruxelles pour travailler aussi avec les autorités européennes et se dire maintenant, il est temps, une fois que la décision est prise, de s'aligner sur cette mobilité électrique, comment est-ce qu'elle doit s'exprimer pour être bonne pour l'environnement et pour les Européens. Pardon de vous interrompre. Est-ce que vous vous êtes posé la question de la challenger? Parce que d'autres la challengent. Disent c'est trop radical et il faut peut-être mettre un peu de souplesse dans cette décision. Nos membres la challengent très bien. Donc nous, ce qu'on challenge, c'est le fait que les autorités européennes en fait ne soient pas stables dans leurs décisions. C'est ça qu'en fait les entreprises de Moving On challengent davantage. Et une fois qu'une direction est prise, alors on peut lancer les investissements, on peut lancer les personnes aussi, l'upskilling, le reskilling des personnes pour faire arriver le changement. Le problème, c'est qu'on le voit bien aujourd'hui avec les élections, on n'est plus sûr de rien. Donc les autorités hésitent parce que les citoyens hésitent. Et ça met les entreprises dans l'embarras. Davantage qu'une décision très ambitieuse. Parce qu'on a déjà prouvé par le passé qu'on savait faire des choses très ambitieuses. Ouais. Alors, à l'occasion de ce sommet, il y a une communauté d'intérêt de résilience, c'est ça qui est en train de se créer, à laquelle Accenture participe. Déjà, c'est quoi le principe de cette communauté d'intérêt de résilience? Déjà, ça a été un sujet qui a émergé au sein des membres et des discussions. Donc Accenture s'est emparé du sujet et on a rassemblé des membres tels que Alstom, Michelin, Geodis, Massif, Engie et bien d'autres pour réfléchir à ce sujet. On s'est aperçu que l'ensemble des membres rencontraient les mêmes difficultés concernant la mobilité, c'est-à-dire ralentissement, interruption de plus en plus fréquentes et liées à des problèmes liés au changement climatique, c'est-à-dire période de sécheresse intense, élévation des températures, beaucoup plus d'inondations, glissements de terrain, beaucoup de choses qui se traduisent par des complications dans toutes les infrastructures de transport. Donc là, on s'est dit, il faut qu'on y réfléchisse ensemble, il faut qu'on monte un groupe de travail, il faut qu'on ait des travaux communs, une réflexion commune. Et je peux vous donner quelques exemples, parce que c'est quand même assez parlant. Donc, toutes les infrastructures de transport sont concernées. La route, par exemple, on voit un des phénomènes, c'est le retrait-gonflement des argiles. On voit des fissures sur les maisons. Sur les routes, c'est pareil. Il y a des fissures, il y a des affaissements qui viennent perturber la circulation. On a vu cet été encore, le niveau du Rhin était à son plus bas et on a dû limiter la charge des barges pour ne pas bloquer le flux du Rhin et ne pas faire échouer les bateaux. Oui, et c'était baisse de charge, attention, parfois jusqu'à 75%. Oui, donc là, on n'est pas dans les cas... Parce que j'allais vous parler de l'Espagne, forcément, on va parler de l'Espagne, des conséquences d'une catastrophe, mais c'est aussi tout ce que le changement climatique peut provoquer de désagréments qui supposent de réinventer parfois des modèles. Vous me parliez d'un fait divers qui a eu lieu à New York cet été. Je pense qu'il faut le raconter à nos téléspectateurs, parce que moi, j'avoue que je ne l'avais pas vu passer. Il est assez révélateur. Oui, c'est un pont tournant, en fait, pour permettre de laisser passer les bateaux, et sur lesquels il y a un passage très important aussi routier quand il est fermé. En fait, il s'est ouvert, et en fait, il n'arrivait pas à le refermer parce que des matériaux s'étaient dilatés sous l'effet de la chaleur. Donc, en fait, ils l'ont arrosé. Pendant, je ne saurais vous dire pendant combien d'heures ils ont dû l'arroser effectivement pour le refroidir et pouvoir le refermer. Donc ça, ce sont des événements effectivement en plus des catastrophes. On sait tous, ce sont des événements presque quotidiens. Des ponts qui s'effondrent, qui deviennent fragiles et qui fragilisent effectivement la fluidité de la mobilité. Et donc la question à laquelle vous allez collectivement répondre, c'est la question de quoi? Des investissements, de la planification des investissements, c'est ça, pour
pour finalement ne pas se retrouver quand il y a une catastrophe ou quand il y a une panne avec une solution à trouver en urgence, c'est ça ? Il va falloir changer de paradigme, en fait. C'est ça qui est le plus gros challenge auquel on aura à faire face. C'est-à-dire déjà, il va falloir partir des territoires, chose qu'on n'avait plus tellement l'habitude de faire. C'est-à-dire chaque territoire a ses spécificités, donc on va devoir réfléchir aux conditions auxquelles on doit faire face pour réfléchir aux meilleures infrastructures d'aujourd'hui et de demain, sachant donc que... ça commence par un audit des infrastructures, des conditions climatiques dans le territoire, une cartographie des risques, de sensibilité. Ça va générer vraisemblablement entre nous des travaux pour construire des outils, pour monitorer ces risques et prendre des décisions, sachant que ce qui est compliqué aussi, c'est que les normes de construction qui seront nécessaires pour faire face aux événements climatiques de demain, elles ne sont pas encore prêtes aujourd'hui. Donc il y a tout un sujet au niveau de la réglementation qui doit être clarifié et auquel Moving On pourra bien entendu alimenter, aider les autorités à prendre conscience. Oui, et peut-être pourquoi c'est si complexe en fait. Dès qu'on aborde le sujet de la résilience, on aborde la question de la longueur de la supply chain. Il faut re-régionaliser les supply chains, les raccourcir. Bon, et ça, c'est un changement de paradigme énorme. On parle de renaturaliser les sols, puisqu'on parle beaucoup de l'artificialisation en étant une des causes du fait que les catastrophes prennent de l'ampleur. Renaturaliser les sols, ça veut dire repenser la ville, enfin dire à des habitants vous ne pouvez plus habiter là. Donc on parle de solutions dont aucune n'est simple en fait, et dont beaucoup non seulement coûtent cher, mais ont un impact sur l'organisation en fait de nos sociétés. C'est pour ça que c'est si écosystémique. En fait. Et la question du financement, elle est majeure. Alors, quand on voit l'Espagne, le bilan financier, parlons pas du bilan humain, mais le bilan financier des dégâts, etc., il n'est pas encore fait. Si on fait le bilan des inondations qui ont eu lieu il y a 3 ans en Europe, notamment en Allemagne, on est autour de 40 milliards. Il y a toujours la question, ça coûte plus cher d'anticiper, par exemple, si on prend des infrastructures électriques qu'il faut surélever, etc., ou alors, attendons la catastrophe et réparons. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. On voit bien, et c'est justement, je pense, un des objectifs effectivement de cette communauté d'intérêt, c'est de réfléchir à ce modèle-là en fait. Dans quel cas est-ce qu'il faut anticiper ? On travaille pas seulement sur l'Europe, on travaille aussi sur les États-Unis. Et en Floride, ils ont un vrai problème avec la montée des eaux. Ils savent que tout va être immergé. Avec d'ailleurs une durée pas si longue que ça, donc eux ils n'ont pas le choix, il faut anticiper. Donc comment on planifie ça ? Comment on fait du public-privé en fait ? Il y a forcément des modèles publics-privés pour financer en fait ces infrastructures, car ni le public ni le privé ne seront capables seuls de financer de tels investissements. Et donc il y a une logique de travail collectif, de partage des données, de bien commun même d'une certaine façon, ce qui peut être un discours qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre dans le business. On construit des communs. Voilà. Exactement. Et vous espérez voir grandir cette communauté ? Parce que pour l'instant, il y a des grandes entreprises que vous avez citées. On a lancé le projet. Et déjà, il y a beaucoup de personnes qui ont demandé à nous rejoindre. Et notre but aussi, c'est d'enrichir cet écosystème, de chercher par exemple des assureurs comme Massif ou d'autres, des banques, des institutions européennes, pour réfléchir à des mécanismes de financement un petit peu différents. Et il y a beaucoup d'innovations, y compris sur le mécanisme des assurances, à imaginer. Évidemment. Et un sujet dont on n'a pas forcément encore beaucoup parlé, mais c'est aussi comment est-ce qu'on va embarquer les populations et assurer leur protection. Influer sur les comportements, sur le changement des comportements, parce qu'effectivement, il y a des choses à adapter aussi de ce côté-là. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci à tous les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre rubrique Startup. On va parler de mobilité électrique. Smart Ideas avec Salim Elouat, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur, président de Mob Energy, créé en 2018 avec Ilyas Aout et Maxime Roy. Racontez-moi, c'est quoi le point de départ, l'idée de départ ? Merci beaucoup de nous accueillir. Le point de départ, c'est le sujet de la recharge des véhicules électriques. Oui. On est en 2018, on voit des bornes se déployer dans les rues et on se dit que le défi va être massif.
quand il s'agit de raccordement, tirage de câbles, tranchées. On ne se rend pas compte, mais une borne pour recharger une voiture électrique, ça consomme beaucoup de matériaux, beaucoup de travaux. Pour l'installer, il faut payer 2 voire 3 fois le prix de la borne. Et donc, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire en termes de réseau électrique et de comment optimiser tout ça. Et donc, ça passe par, c'est quoi? C'est un cube, c'est ça, qui s'appelle Eco et qui permet de limiter les les travaux nécessaires. C'est ça le principe? Exactement. C'est une plateforme énergétique prête à poser. Oui. L'idée, elle est très simple. Avec un câble de faible puissance, en fait, si on la fait travailler tout au long de la journée, on a suffisamment d'énergie pour recharger toute une flotte. Le problème, c'est que ce câble, il est difficile à partager. Normalement, on le branche sur un seul point de charge. L'idée de la plateforme Eco, c'est de brancher ce câble sur un cube. Ce cube s'installe sur le parking. Il est rempli de batteries, et on en reparlera juste après, c'est des batteries un peu spéciales. Et ce cube va gérer une station de points de charge interconnectées les unes aux autres et fixées sur le parking. Il n'y a pas besoin de trancher pour les installer. Donc, en un jour, vous passez d'un parking sans borne à un parking avec 20, voire 25 points de charge installés et très peu de raccordement réseau, très peu de puissance, donc un bilan financier hyper intéressant. Ce cube, il est raccordé au secteur, raccordé à une source d'électricité, c'est ça? Absolument. Donc on a il n'est pas autonome, c'est ça ce que je veux dire. Alors on imagine, et on a souvent des sollicitations pour des projets off-grid, donc être complètement dissocié du réseau, avec peut-être des panneaux solaires pour essayer de stocker. Donc ça, c'est des choses qu'on étudie, on serait ravis de le faire pour certains, mais aujourd'hui la solution, c'est je prends un petit câble, je branche la plateforme et je fais fonctionner une station complète. Et alors ces batteries, qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Alors les batteries de Mob Energy sont des batteries basées sur des batteries de seconde vie automobile. Donc depuis 2018, on a reconditionné, le bon terme c'est réaffecté, c'est-à-dire qu'on a donné une seconde vie dans une application qui n'était pas celle de l'origine à des batteries automobiles. On a reconditionné du Tesla par exemple, du BMW. Aujourd'hui on fait principalement du Mercedes-Benz. Et donc on récupère ces batteries usagées dans notre usine à Lyon et on va les transformer, les qualifier, les tester pour pouvoir les réintégrer et leur donner une seconde vie. Et donc vous lancez je crois la deuxième génération de ce cube Eco. Il est quoi? Il est plus performant que le premier? Il permet de recharger plus de voitures? C'est quoi le principe? Exactement. Après avoir déployé plusieurs dizaines de Eco en France, on sort une toute nouvelle génération. Cette génération-là, elle est plus performante. On peut délivrer plus de puissance. C'est une solution qui est plus rapide à déployer. Aujourd'hui, on arrive quasiment à la journée pour déployer un système complet, une plateforme complète. Et puis, c'est un système qui permet de mettre un pas dans la suite des aventures. Je m'explique. Aujourd'hui, quand on achète un cube Eco ou quand on le loue, puisqu'on a une offre en leasing, à l'intérieur du cube se cachent des composants qui permettent de réinjecter de l'énergie dans le bâtiment. Et ça, c'est aussi la vision qu'on essaye de pousser avec cette plateforme et cette solution. On souhaite démocratiser le stockage d'énergie dans les bâtiments, dans les usines, parce que les batteries sont formidables. Elles peuvent aider le bâtiment à être indépendant ou en tout cas avoir une meilleure gestion énergétique, réduire les appels de puissance sur le réseau Enedis, stocker de l'énergie qui serait produite en trop par des panneaux solaires. Et pour ça, c'est intéressant de pouvoir réinjecter l'énergie dans le bâtiment. Donc les plateformes Eco nouvelle génération peuvent le faire. Donc ce sont des batteries encore un peu plus intelligentes que les précédentes, en quelque sorte? Absolument. Un autre point, puisque vous parlez d'intelligence, toute l'approche de la plateforme Eco, c'est d'essayer de prioriser l'envoi de l'énergie. Donc on a un petit câble, on a plein de véhicules à recharger, et donc l'idée c'est de savoir qui on doit recharger en premier. C'est un peu la clé de l'optimisation. Pour ça, sur le cube se trouve un écran, une interface de prise de commande qui permet aux usagers, une fois qu'ils sont branchés, de venir et de passer une commande énergétique. De dire je reprends ma voiture à telle heure et donc j'ai peut-être pas forcément besoin qu'elle soit rechargée en premier, quoi. C'est exactement ça, un peu comme un horodateur. Et ça paraît tout simple, ça paraît même un peu débile, mais c'est ce qui fait qu'on arrive avec très peu de puissance à délivrer un maximum d'énergie. Merci beaucoup Salim Elouat et bon vent à Mob Energy. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je voudrais citer Marie Billat, Alexis Mathieu à la programmation et à la production, Romain Luc le réalisateur et Alexis Oustabasilis au son. Salut!